Caron, responsable national des spécialités planification et aménagement à l'INSET de Dunkerque pour le CNFPT. Et je suis ravie, aux côtés de PopSu Territoire, de vous proposer la première édition des Cafés de la recherche en aménagement et développement du territoire. Alors, Hélène, qui représente le PopSu, va en dire quelques mots, va se présenter dans quelques instants. Mais l'idée de ce petit temps, c'est de faire se rencontrer la recherche, le monde de la recherche. Vous verrez, il y a des choses formidables qui se font, notamment avec PopSu Territoire, et la pratique professionnelle, le monde des collectivités. Donc, c'est l'objectif de ce jour, de se faire rencontrer pour que ça puisse être source d'inspiration, d'initiative et vous accompagner dans vos pratiques professionnelles. Donc, nous sommes ensemble de 14h à 14h45. La présentation de l'intervenante va être enregistrée. Et on s'en suivra un temps de questions qui, lui, en revanche, ne sera pas enregistré. Je laisse la parole à Hélène et je vous souhaite un bon café. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et toutes. Déjà, un grand merci au CNFPT, tout particulièrement à Clémence pour cette proposition d'organiser ensemble des cafés de la recherche, donc avec le programme que j'ai le plaisir de diriger qui s'appelle PopSu. Donc peut-être un tout petit mot sur ce programme. Donc l'idée de PopSu, c'est un acronyme qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. En fait, l'idée est de soutenir et de diffuser la recherche-action. Donc, on installe en fait dans des collectivités territoriales, donc ça peut être des grandes comme des petites villes, des équipes de recherche autour de thématiques qui sont décidées en partenariat avec les élus et avec les équipes des petites villes et des grandes villes. Et l'idée est donc de travailler ensemble entre chercheurs, acteurs et élus à des résultats communs et à ce que la recherche puisse éclairer l'action publique et produire avec les élus locaux des résultats qui soient visibles et effectifs sur le territoire. Donc PopSu est pour vous, je pense, la communauté du CNFPT, presque un centre de ressources. On diffuse beaucoup d'éléments, on a des collections d'ouvrages nationaux, on a des documentaires vidéographiques, on fait aussi des travaux de podcast, tout ça en partenariat avec nos tutelles donc nos ministères de tutelle qui sont le ministère de la cohésion des territoires et de la transition écologique, le ministère de la culture, la Cité de l'architecture et du patrimoine, et PopSu Territoire est tout particulièrement suivi et soutenu par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, en particulier à travers le programme Petite Ville de demain. Donc tout ça pour vous dire que ce café de la recherche va directement dans le sens de notre mission, de faire vivre la recherche hors des sphères universitaires et auprès des publics, de personnes qui travaillent et qui font l'action publique. Et c'est dans ce contexte que j'ai le grand plaisir d'accueillir Julie Ambal pour ce premier café de la recherche, donc il y a l'exercice compliqué d'ouvrir en fait cette première séance. Et donc Julie, tu es paysagiste, docteur en sociologie urbaine, et Julie a coporté avec Xavier Guillot un projet de recherche donc à Saint-Loubès en Gironde, dans le cadre de PopSu Territoire, sur les questions d'urbanité campagnarde, qui ont permis de publier un récent ouvrage tout récemment, à la fin de l'année 2022, que vous pouvez retrouver en librairie. Et je ne serai pas plus longue. Julie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je vous remercie de cette invitation, de pouvoir parler de cette recherche qui, effectivement, vient d'être publiée. Donc, je remercie Clémence pour le CNFPT et puis l'équipe de PopSu Territoire, Hélène et Pacom, entre autres, de m'avoir invité à parler de cette recherche. Donc, cette recherche que... Voilà. Nous avons intitulé « Urbanité campagnarde, le paysage, matrice d'un récit de transition à Saint-Loubès ». On a précisé en Gironde, je vous montrerai quand même où c'est Saint-Loubès. Voilà, donc je vais pas... Voilà, pour me présenter rapidement, Hélène l'a très bien fait, donc on va pas, je vais pas me représenter. Par contre, juste vous dire d'où on est parti pour cette recherche. Je pense que c'est assez important. Et j'espère que
vous aurez plein de questions si ce n'est pas assez clair à la fin. Donc en 2019, lorsque nous avons commencé cette recherche, nous étions 2 enseignants et chercheurs à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, Xavier Guillot et moi-même. Notre intention était d'interroger une question assez large que nous avions testée dans un enseignement, dans le cadre d'un séminaire de master qui s'intitulait « Repenser la métropolisation, construire un monde en transition ». Donc ça énonçait déjà beaucoup de choses. Dans ce séminaire, on a accompagné des étudiants dans leur cadre de leur mémoire de fin d'études au travers de cette question et de plusieurs thématiques qui étaient liées, comme les questions autour de nourrir les humains en construisant les paysages de demain, scénariser et spatialiser les nouvelles ruralités, ou encore territorialiser la métropolisation. Pour développer ce questionnement dans un projet de recherche, on s'est donc intéressé à une commune au croisement de 2 bassins de vie. Le premier, l'agglomération bordelaise, et le deuxième, le Libournais, autour de la commune de Libourne, c'est-à-dire la ville de Saint-Loubès, pour un peu plus situer. Saint-Loubès, c'est une commune qui est située à 15 km de Bordeaux. Elle est sur un axe de chemin de fer entre Bordeaux et Libourne, à 18 minutes de la première et 15 minutes de la deuxième. Elle est située à une sortie d'autoroute de l'autoroute A10, donc elle est quand même sur un nœud de circulation, aussi bien départemental que national. C'est une commune qui a vu sa population tripler en 40 ans, passant de 2500 habitants, donc un gros village, à 10 000 aujourd'hui. Donc à une échelle d'un territoire, c'est quand même assez rapide. Elle s'est notamment étendue avec un développement pavillonnaire important dans une première couronne autour du bourg central ancien. Ce centre-bourg de Saint-Loubès, il regroupe des services et des équipements, comme beaucoup de bourgs, bien évidemment, la place de l'hôtel de ville avec ses arcades. Donc l'hôtel de ville, c'est ce que vous voyez, je ne pense pas que vous voyez ma souris, mais en tout cas, c'est le bâtiment qui est au cœur de cette place avec des arcades. Et puis, c'est aussi un bâti très continu, très regroupé et ancien, le long de la départementale, ou encore des équipements municipaux tels qu'une salle de spectacle, le bâtiment blanc qui est au fond, qui s'appelle la Coupole, vous comprendrez peut-être pourquoi en regardant ce bâtiment, une médiathèque, des terrains de sport, des équipements scolaires, notamment un collège. Ce centre-bourg, il s'est largement étendu, donc, dans une première couronne pavillonnaire, notamment via des lotissements. Environ 45 étaient d'ailleurs recensés sur le plan imprimé de la commune et diffusés aux habitants en 2019. Donc là, vous avez 2 images, une image d'un lotissement plutôt ancien et un assez récent. Notre point de départ pour cette commune était de s'interroger sur une notion, sur la notion du post-pavillonnaire. Qu'est-ce qui se passe après le développement pavillonnaire? Et comment une commune comme celle-ci, dans ces territoires de l'entre-deux, pouvait mettre en œuvre un projet pour à la fois prendre en considération la maison individuelle, toujours très importante dans ces territoires, et répondre à des enjeux de densification et de manque de logements sociaux. La municipalité de 2014-2020, vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça, a fait un constat assez alarmant sur les conséquences de la loi ALUR, notamment sur la division parcellaire. À Saint-Loubès, les parcelles locales moyennes avoisinaient les 2000 m², ce qui, grâce à la division parcellaire, a permis de produire des parcelles de 500 m², ce qui a produit sur le territoire la multiplication de chemins d'accès, de murs, de chemins en forme de raquette, ce qui a modifié considérablement, comme ailleurs, le paysage, ainsi que les flux sur des chemins communaux, et donc une certaine sécurité à se déplacer autrement qu'en voiture. Même si cette loi, au départ, avait des objectifs plutôt vertueux, comme je suppose vous en avez conscience et vous le pratiquez, limitation de la consommation d'espaces naturels, forestiers, agricoles, elle a aussi eu, et vous le savez aussi peut-être, des effets contre-productifs, à Saint-Loubès comme ailleurs, de multiplication de résidences principales sous la forme de pavillonnaires, qui a aggravé notamment le déficit de la commune en matière de logement locatif social, alors qu'elle s'évertue même à le réduire. Cette municipalité, a donc agi en 2018 en faisant le choix de surseoir toutes les demandes de permis de construire durant l'élaboration du nouveau PLU. Le bureau d'études engagé, qui était Urbam à l'époque, a également mené une autre étude
portant sur le potentiel de densification de la commune à l'horizon 2030 sur son foncier disponible. Cette équipe a étudié la commune parcelle par parcelle pour mesurer la capacité du tissu à se densifier, notamment avec du petit collectif. La fourchette moyenne qu'ils ont proposée était d'ajouter 500 logements, notamment finalement du logement locatif social. Je vous ai mis un exemple de cette densification souhaitée qui a vu le jour en 2019, au cœur de Saint-Loubès, accolé à du bâti ancien, et je me suis perdue, sur une petite parcelle libre. Voilà. Rapidement, pour vous expliquer comment on a appréhendé ce territoire. On a rencontré, les premières personnes que nous avons rencontrées pour appréhender ce territoire ont été l'adjointe à l'urbanisme qui a porté cette mesure, et l'agent, le seul agent, travaillant au service urbanisme. Ces deux personnes ont été des personnes ressources pour interroger un panaché d'acteurs, d'habitants, comme certains qui étaient réfractaires à cette mesure. Un retraité qui avait comme intention de vendre son grand terrain en faisant une division parcellaire pour pouvoir aller passer sa retraite sur le bassin d'Arcachon. Mais aussi, on a rencontré d'autres acteurs, une association de citoyens engagés, Saint-Loubès en transition, dont je vous parlerai, une ancienne notaire qui nous a parlé du développement passé de la commune, des agents immobiliers qui sont présents en nombre à Saint-Loubès, qui nous ont parlé du développement actuel de la commune, des habitants, des commerçants, des producteurs agricoles, mais aussi des experts, notamment un bailleur social qui souhaite développer des programmes de logement dans ces territoires. On l'a appréhendé, ce territoire, en le sillonnant à pied, à vélo, non, en voiture, le vélo, ça arrivera plus tard, par ses limites administratives ou naturelles, notamment via la Dordogne, entre juin 2019 et janvier 2020. Trop vite. Finalement, notre intention était bien de mener une recherche embarquée. Tout à l'heure, Hélène a parlé de recherche-action, une recherche embarquée au plus près des acteurs et des actions pour nourrir leurs pratiques et leurs projets. Après les premières questions de post-pavillonnaire et au travers surtout de notre enquête, nous avons déplacé notre questionnement pour s'intéresser à la commune dans son entier, à son territoire, au potentiel de celui-ci pour répondre à entre autres, à la question de comment habiter Saint-Loubès demain, qui était la question quand même de la municipalité qu'on avait rencontrée en 2019. Nous avons privilégié une approche et une entrée par la question des paysages, en inversant quand même un petit peu le regard premier que, malgré tout, la commune nous avait communiqué sur ce territoire, et en considérant les espaces de faible densité comme des atouts. Notre recherche s'est donc tournée vers une étude du devenir de Saint-Loubès et des perspectives offertes par son territoire, en s'appuyant principalement sur le changement de regard que les habitants portent sur la transformation de leur commune. Nous avons engagé une analyse donc critique du processus de densification sur lequel on voulait travailler au départ, tel qu'il est généralement dicté par les instances de l'État face à l'essor démographique des communes périurbaines. Simultanément, nous avons identifié des réponses alternatives tirant parti de la réflexion en cours sur la transition socio-écologique et du relais que les habitants de Saint-Loubès proposaient dans ce domaine. Nous avons formulé l'hypothèse d'une transition citoyenne post-densification en termes d'aménagement, c'est-à-dire une approche de la transformation de cette commune qui s'appuierait en priorité sur les forces vives et les aspirations des habitants plutôt que sur les uniques directives de l'État et de ses instances territoriales. Aucune critique par rapport à ça d'ailleurs. Voilà, puisque peut-être qu'il y a des gens qui représentent ces instances-là. Il n'y a aucune critique par rapport à ça. C'était aussi par rapport à les résultats de notre enquête. Ce qui a aussi correspondu au changement de l'équipe municipale en juin 2020. C'est une équipe citoyenne qui a remporté la mandature de 2020 et qui porte des enjeux de transition et de bien vivre à Saint-Loubès. Non comme forcément une ville dortoir, mais plutôt comme une ville vécue, enjeu que nous avons développé dans notre recherche. Donc, cette recherche, elle s'est appuyée sur une lecture, sur une approche par le socle paysager de la commune, comme une lecture du territoire et s'appuyant sur un potentiel de renouveau. Nous avons identifié 4 identités paysagères constituant le territoire de Saint-Loubès. Alors, par entité paysagère, on entend une portion d'un territoire qui constitue un ensemble relativement homogène sur le plan de la topographie, de l'utilisation de l'espace et de la couverture végétale ou de l'occupation humaine.
Donc, vous avez les coteaux qui sont occupés par l'activité viticole. Alors, les coteaux, ils sont au sud. Les palus, zone humide et en partie inondable, au nord. En contrebas de ces coteaux, ce sont des espaces destinés à de l'élevage et la production de vergers. Le bourg ancien et ses extensions, dont j'ai déjà parlé, qui sont situés sur la ligne de début des coteaux. Et puis enfin, dans son prolongement, donc c'est le numéro 4 ici, en direction de l'autoroute, une zone d'activité qui s'est installée depuis les années 70-80. J'avais juste quelques petites images pour vous parler un tout petit peu de ces territoires. Donc, je vous laisse. Voilà. Voilà. Par cette recherche, nous avons étudié finalement cette notion de l'habiter. C'est quand même ce qui revient principalement dans ce que je dis et dans le texte. Au-delà de changements importants dus au processus de périurbanisation déterminé par le développement notamment de la mobilité automobile. La rencontre avec les habitants de cette commune invite à constater un ensemble de limites par rapport à ce modèle de vie, le modèle périurbain classique. Dans ce contexte, nous avons analysé les limites de ce modèle et les potentielles attentes, et cela a constitué un objectif de la recherche à destination des élus pour les guider dans leur politique d'aménagement. Notre enquête, elle a ainsi permis de mettre au jour des indices de ces attentes, notamment en matière de sociabilité et de rapport à l'espace local. L'ancienne équipe, elle avait quand même remarqué et constaté, et je ne peux pas être la seule commune qui remarque ça, un rapport assez utilitariste à son territoire. À partir du moment où les habitants y signent un bail ou un acte de propriété, ils attendent un cadre de vie et des services qui leur seraient dus. C'est quand même clairement ce qui est ressorti de notre enquête avec les acteurs locaux. Un dû qui, pour profiter à la fois quand même d'une proximité à des centres d'emploi et d'un environnement local où ils peuvent posséder une maison avec un jardin et des services rapprochés. Donc on reste à une échelle assez individuelle de l'utilisation du territoire. Cette forme de rapport utilitariste au territoire et peut-être aussi un délitement du lien à autrui et à l'espace local est toutefois à nuancer. Les enquêtes que nous avons effectuées sur place nous ont également amené à comprendre que pour une part non négligeable de la population, d'autres logiques de relations territoriales et sociales sont possibles et envisageables. Les habitants engagés dans des processus citoyens et dans différentes associations nous ont exposé leur envie et leur besoin de vivre dans une commune qui répond à un imaginaire de l'ambiance du village vivant, au désir de retour à la campagne, à un ancrage social fort par le fait de connaître ses voisins, par exemple, contrairement à pas mal de gens qui venaient de la ville et qui disaient ne pas avoir ce lien-là et cet ancrage-là. Il n'est donc pas question de s'extraire complètement des réseaux sociaux. Alors, quand je parle de réseaux sociaux, on est d'accord, dans le cadre social existant, mais bien d'en dissocier d'autres qui conduisent à valoriser les liens de proximité physique, notamment à les ramener à leur lieu de résidence qui est Saint-Loubès. Ces habitants portent aussi des propositions et ont des exigences autres envers les élus, notamment autour des questions de changement climatique, d'environnement, de pollution, de santé, qui se structurent aussi au travers d'enjeux socio-économiques. On les verra plus tard, mais bientôt quand même. Ces évolutions habitantes en matière de mode de vie et de rapport à l'espace local apparaissent, nous a semblé, comme une injonction à repenser cette grille de lecture courante, généralement appliquée aux espaces périurbains ou périmétropolitains, comme nous avons fait l'hypothèse en 2019, pour qualifier les différentes formes d'habiter. L'approche individualiste que j'ai mentionnée donc de plus haut doit donc être révisée. Nous avons donc proposé une notion dans cette direction, une notion qui peut être bien sûr complètement discutée, celle de l'urbanité campagnarde, qui émane bien sûr donc des évolutions, des attentes des habitants. L'urbanité campagnarde, elle viserait à qualifier un ensemble de caractéristiques sociales observées dans des relations humaines au fil de nos enquêtes. Il n'y a rien de compliqué à ça. Je vais d'abord préciser pourquoi on parle d'urbanité campagnarde. Donc, la notion d'urbanité, on ne la prend pas réellement de celle qui répond à des facteurs de densité et de diversité majoritairement associés à la ville, mais plutôt à l'étymologie de ce mot qui renvoie à la question de la politesse et de la civilité, c'est-à-dire à un ensemble de conduites qui rendent agréable et désirable la rencontre avec l'autre. Pour reprendre Françoise Choé, la chercheuse, l'urbanité renverrait donc à un ajustement réciproque, à une forme de convivialité dans les organisations urbaines ou territoriales. C'est aussi à travers la notion de l'espace public, l'espace des communs,
que nous interrogeons cette notion d'urbanité campagnarde dans une commune de moyenne ou de faible densité, en saisissant d'autres référents socio-spatiaux que seraient uniquement les rues ou les places. À Saint-Loubès, les espaces publics s'étendent aussi aux espaces non bâtis constitutifs de son paysage de campagne. Par conséquent, le choix de cette expression d'urbanité campagnarde souligne la particularité des enjeux de ce territoire relatifs à l'aménagement et la définition de ces espaces publics. Cette notion, elle a donc vocation de consacrer les potentiels du paysage de campagne que les nouveaux habitants sont venus chercher en s'installant à Saint-Loubès et sûrement dans d'autres territoires qui auraient des contextes similaires. La dernière étape de notre recherche, elle vise à incarner, ou elle a visé à incarner, socialement et spatialement, cette notion d'urbanité campagnarde. Alors, quand même, je reviens sur quelque chose. J'ai dit que la recherche, notre enquête, on l'avait menée entre juin 2019 et janvier 2020. Effectivement, le cœur de notre enquête, mais nos échanges avec les acteurs locaux et nos visites plus ponctuelles ont duré jusqu'à l'été 2022, et notamment des échanges assez intéressants avec la nouvelle municipalité qui s'est notamment appuyée sur notre recherche pour élaborer son PADD et travailler sur son PLU, sur la révision de leur PLU. Voilà, donc dans ce cadre-là, cette idée de viser à incarner socialement et spatialement la notion d'urbanité campagnarde, nous avons formulé 3 horizons d'attente. Le premier consiste à parler le premier est sur la question de résider et partager plutôt que s'isoler. On a travaillé sur une réflexion autour de la valeur du foncier, des propositions sur la réutilisation du pavillonnaire, ou encore l'évolution et une nuance à apporter sur la question de l'habitat intergénérationnel. En fait, c'est même pas vraiment sur l'habitat intergénérationnel que nous avons posé des questions, posé une réflexion, mais plutôt sur la place des personnes âgées dans ces communes. Ces personnes âgées, aujourd'hui, elles sont quand même à l'origine de la construction du modèle périurbain, parce que c'est elles qui, à cette époque-là, ont développé cette extension de la commune, comme ailleurs. Et ces personnes, elles ont aujourd'hui du mal à trouver leur place. Pourtant, dans une commune dans laquelle elles veulent rester, puisque c'est là où elles ont leur cadre social. Donc, mais elles n'arrivent pas à se positionner sur leur maison, qui n'est plus forcément adaptée pour elles. Donc, il y a tout un travail aussi autour de ça, avec quelques, alors pas solutions, mais propositions qui ont aussi émané de notre enquête et que vous retrouvez dans le petit carnet, ici même. Le deuxième horizon d'attente est cheminer et rencontrer plutôt qu'accéder. Donc, au travers du défi que les communes ont à relever sur les évolutions des pratiques de mobilité, dans le cadre spécifique que je décris ici, un contexte où les habitants souhaitent parcourir aussi en vélo, à pied, aller à l'école en toute sécurité. On retrouve bien cette question de l'école, aller à l'école en toute sécurité, qui peut être un peu plus compliquée dans une commune où la voiture est quand même majoritaire, alors que c'est peut-être plus simple, avec des gros guillemets, que de rendre piéton la rue qui est devant l'école dans les villes un peu plus grandes. Mais aussi parcourir le territoire. Des associations ont créé des parcours signalisés pour faire découvrir ces paysages particuliers de palus ou de coteaux que ne connaissent pas forcément en fait les nouveaux arrivants, ce qui est assez étonnant. Ils n'y sont pas forcément allés. Mais il y a aussi la question de accéder par le train. Donc, il y a une gare à Saint-Loubès, comme je l'ai dit, et l'ancienne équipe qui a travaillé sur le PLU avait réfléchi à cette idée de créer un quartier autour de la gare, le quartier de gare. Qu'est-ce que c'est un quartier de gare dans une commune comme Saint-Loubès? Voilà. Et enfin, cultiver le territoire et produire autrement des richesses. Cet horizon répond aux attentes des habitants et de l'équipe municipale actuelle de à la fois contenir le modèle économique dominant, porté sur 5 décennies par les élus locaux anciens, de la zone d'activité. C'est une zone d'activité avec majorité d'entreprises logistiques qui qui existe, donc, comme je l'ai dit, depuis les années 70-80, sur 75 hectares. Donc, c'est à la fois contenir cette activité, qui est nécessaire, mais pour qu'elle n'impacte pas plus notamment les espaces agricoles, et à la fois favoriser un redéploiement de l'activité agricole en s'appuyant sur les potentiels, sur les ressources du territoire,
et sur les acteurs aussi, parce que les ressources, c'est aussi les acteurs, c'est aussi les agriculteurs, c'est aussi ceux qui veulent manger, ainsi que sur les dynamiques déjà à l'œuvre, qui sont représentées par des actions collaboratives conduites par les habitants et les municipalités. Donc, je ne vais pas vous prendre 10 000 exemples, je vais vous en prendre un, qui est le domaine de Moderie. La commune l'a acheté, c'est en printemps 2022. C'est un domaine de 6 hectares avec un château, un déchet, des hangars et des terres agricoles. Ce projet, il réunit, pour nous, c'est un exemple qui nous paraît significatif et qui est assez récent, donc comme je le disais, mais qui réunit quand même un peu ces 3 horizons d'attente. C'est un projet qui développe un espace de maraîchage pour alimenter la cantine des établissements scolaires, qu'il veut développer. Il comprend un volet immobilier pour satisfaire le besoin d'extension de l'actuel équipement scolaire qui est situé en cœur de bourg pour désengorger les axes de mobilité. Donc, en fait, comme je vous ai dit, tout l'équipement scolaire est en cœur de bourg. Donc, pour les enfants qui habitent dans les lotissements qui sont sur plutôt une périphérie du centre-bourg, il faut quand même prendre la voiture, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de désengorger ces axes de mobilité. Et puis, ça répond à un autre enjeu qui est un choix stratégique de la mairie et propre à sa politique du logement, en tout cas de la construction, c'est de limiter la construction de nouveaux bâtiments à la faveur de la reconversion et de la réhabilitation du parc immobilier existant. En conclusion, parce qu'il faut conclure, et c'est bien normal, cet exemple, mais aussi les 3 horizons d'attente que nous avons développés dans notre recherche, exprime bien un nouveau récit territorial, en tout cas comme l'exprimait Olivier Boubalga, voilà, un nouveau récit territorial. Et je veux juste finir sur la notion de paysage que j'ai évoquée à plusieurs moments de ma présentation. Le paysage comme un bien commun, oui, un potentiel du devenir de l'habité de Saint-Loubès, oui, mais aussi le paysage comme structurant du territoire et structurant du projet de territoire. Donc, il nous semblait intéressant de le repréciser en fin. Et récemment, donc mercredi, j'étais à une conférence sur du collectif du paysage de l'après-pétrole. Donc, bon, forcément, ça regroupe notre sujet du jour. Un élu d'un département remontrait bien comment le paysage était resté un bien commun. On parle souvent de ma ville, mon quartier, ma maison, mais on ne parle jamais de mon paysage. Et donc cette idée que le paysage, ou les paysages, serait un bien commun, nous semble aussi important, structurant aussi, et un des résultats de notre recherche. Je vous remercie de votre attention